Hello, hello! Juste un petit complément d'information en réponse à la vidéo que j'ai faite hier, que j'ai publiée tout à l'heure, il me semble, sur les récurrences de pensée. Euh, Quand vous êtes justement face à ces scénarios d'injustice et d'incompréhension, essayez, si vous le pouvez, de générer une autre logique. J'expliquais dans la vidéo deux grands axes principaux. Le premier, c'est que la récurrence est souvent le témoin d'une nécessité de réorganisation de l'information et c'est également le témoin d'un surinvestissement de la sphère émotionnelle vis-à-vis des autres sphères qui pourrait contrebalancer l'impact négatif de la sphère en question. Donc dans tous les cas, tout ça, si vous voulez, c'est lié par des conceptions qui ne vous permettent pas de faire sens et qui ne vous permettent pas par là même de générer votre deuil. Je fais partie des personnes qui pensent qu'il y a deux grandes natures de deuil. Il y a les deuils affectifs, avec ceux qu'on connaît en matière de stade, hein, donc la tristesse, le déni, la colère, le marchandage, l'acceptation. Et puis vous avez des deuils un petit peu plus complexes qui sont très en lien avec les mécanismes d'adaptation et de défense, donc un peu moins émotionnels et plus psychologiques. Ce sont les blessures d'injustice et d'incompréhension qui doivent être dépassées pour atteindre cette fameuse résilience. L'injustice, c'est en lien avec les scénarios comparatifs, ça aurait dû se passer comme ça ne doit pas se passer de cette manière-là. Et l'incompréhension, c'est en lien avec le fait qu'il n'y ait pas cette ressource qui vous permette de vous libérer de l'impact traumatique et qui ne vous permette pas de libérer l'émotion associée. Ce qui fait que lorsque vous n'arrivez pas à dépasser ces deux seuils d'incompréhension et d'injustice, vous entrez dans des phases soit de récurrence des stades de deuil que vous allez répéter en fonction des traumatismes similaires que votre esprit va associer, qui va vous reconnecter à la même émotion thématique. Donc c'est pour ça souvent qu'on vit en effet accumuler les blessures, parce que quelque chose n'est pas dépassé en matière de compréhension ou de justice. Et ça ne permet pas également de générer cette fameuse résilience. C'est pour ça que vous avez des personnes qui font leur deuil affectif, qui ne sont plus amoureux, amoureuses par exemple, mais qui refusent derrière de se réouvrir à l'amour. Pas parce qu'ils sont encore amoureux, mais parce que la ressource constructive n'est pas là. Par contre, il y a de la ressource de résignation. L'amour, c'est pas pour moi, le couple, c'est pas pour moi, les femmes, c'est pas pour moi, les hommes, c'est pas pour moi, etc. Donc là, vous êtes dans des cas typiques de non-dépassement et de non-résilience des stades du deuil psychologique. En fait, on ne vous demande pas de vous complaire de ce que vous vivez, on vous demande simplement d'avoir un espèce d'instinct de survie psychique qui vous pousse en permanente à traiter vos situations comme des expériences. Ça veut dire que quand vous êtes face à quelque chose d'un petit peu idiopathique, ça c'est intermédical, ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication rationnelle ou de cause identifiée. Quelque part, il va vous être imposé de retrouver un nouveau sens. Même si le sens apporté, c'est ça n'a pas de logique, ça ne m'appartient pas, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ça, par exemple, c'est de l'acceptation. Là, ça ne devient plus d'acceptation, ça devient de la résignation. C'est lorsqu'on va, quelque part, se résoudre à quelque chose que l'on n'aura pas assimilé et compris de manière constructive. L'abord constructif, ça va vous permettre de générer un autre regard, une nouvelle conception. Ça va vous permettre de dépasser l'émotion. Quand ça n'est pas constructif, ça maintient le constat émotionnel tout simplement parce que l'émotion va rester greffée au souvenir négatif, au souvenir traumatique. Lorsque vous dépassez une blessure, vous la transcendez, vous la transmutez, vous êtes résilient parce que vous avez non seulement guéri, mais vous avez aussi transformé cette expérience négative en quelque chose, non pas forcément de positif bien entendu, mais quelque chose d'utile. Donc c'est comme une ressource. Je vous donne un exemple grossier, quand vous mangez trop, que c'est trop gras, que vous êtes à table, que vous avez une indigestion, que rien n'est digéré, ça va rester sur le ventre. Par contre, si vous mangez gras et que vous digérez, derrière vous faites du sport, vous allez transformer cette ressource en énergie. Si vous ne faites aucune activité et que vous ne faites pas ce qu'il faut derrière, ça va être stocké en gras. Donc ça va ralentir le corps. Le mental est un corps comme un autre. En spiritualité, on identifie 5 corps. Je vous en remets à d'autres contenus pour ça. Mais on va dire que votre corps mental est un corps à part entière qui vit sa vie. C'est méga important de comprendre que l'inconscient, dont le subconscient, joue une part primordiale de votre traitement de la réalité. Ce qui fait que ça ne vous suffit pas toujours de respecter l'autre. Aussi, des fois, on peut être très respectueux de la divergence et de la différence en se disant que chacun fait ce qu'il veut. Et il y a d'autres fois où, même en ayant cette pensée,
Même en ayant cette pensée, vous n'arriverez pas à dépasser, parce qu'encore une fois, chaque situation est une invitation, lorsqu'elle monopolise votre attention, à générer de nouvelles conceptions. Je dis souvent qu'on ne traite pas la relation à l'autre en agissant directement sur elle. On traite la relation à l'autre en agissant directement sur sa relation à soi. Euh, Parfois, il suffit d'avoir deux informations différentes pour générer une conséquence sur quelque chose de très précis. Par exemple, vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à dépasser un blocage. Ce n'est pas forcément en lien avec le blocage cible, ça peut être en lien avec deux conceptions dans deux secteurs différents qui vous empêchent de manière indirecte de résoudre le conflit en question. Donc là, on est sur des cadres de représentation très ancrés. C'est pour ça qu'on parle souvent de modèles obsolètes ou de cadres de représentation. C'est comment vous figurez la situation. Et les cadres de conception, c'est comment vous les mettez en conception. C'est-à-dire comment vous mettez ces éléments que vous comprenez, que vous analysez en forme, en mouvement d'idées, en liaison d'idées. Les représentations, ce sont les images, on va dire, de certaines choses, et les conceptions, c'est comment vous concevez le fonctionnement de certaines choses. Donc les cadres de conception, les cadres de représentation, on va demander aussi les cadres normatifs. Les cadres normatifs, c'est tout ce qui va toucher vos normes intérieures. Si vous avez certaines normes qui ne sont pas définies en vous, vous aurez beaucoup plus de difficultés consciemment à générer donc des signaux interpellants, des red flags, comme on dit vulgairement. Vous aurez peut-être parfois plus de facultés à réagir face à un débordement émotionnel. Parfois, on peut avoir des idées très préfaites. Des idées très préfaites dans certains domaines, et pour autant, on se rend compte en vivant une situation que les idées, lorsqu'on les détaille et qu'on prête attention dessus, elles ne sont pas si définies que ça. Je disais à une dame il y a quelques jours, quand vous habitez à côté d'un monument historique, vous passez devant tous les jours, vous ressentez plus le besoin de le visiter. Certains oui, mais les trois quarts du temps, non. Et ça, c'est très en lien avec le fait que c'est tellement automatique et ça a été défini il y a tellement longtemps, ou c'est tellement usuel pour l'esprit qu'il ne revient pas dessus. Vous liez souvent les sentiments au comportement. Quand je demande aux personnes de définir l'amour, elles définissent très souvent, immédiatement, l'amour à travers les comportements amoureux. Donc, ça veut dire qu'automatiquement, on lie le rôle partagé au rôle individuel. C'est-à-dire, on lie l'être au faire. Je ne vous dis pas de passer votre temps à refaire les définitions en vous, mais quand vous avez une problématique dans un domaine précis, prenez le dictionnaire 5 minutes et définissez les mots en lien avec la thématique. Vous avez un problème sentimental, regardez dans le dictionnaire comment on définit l'amour. L'amour dans le dictionnaire, c'est un sentiment d'attachement et d'affection vif. Définissez le mot famille, définissez le mot amour, définissez le mot affection, définissez le mot, je sais pas, peu importe. On va dire, quand quelque chose pose défaut en vous dans la gestion, reprenez le sens et remettez de l'ordre dans vos conceptions. On a tous des conceptions différentes, on a tous des définitions différentes, mais on est d'accord pour ne pas définir des objets de manière trop divergente, trop différente. Je vous donne un exemple, une fenêtre, c'est une fenêtre, ça ne sera pas un vélo. L'amour, c'est l'amour. Voilà, même si on a tous des manières très différentes d'aimer. On va dire que plus quelque chose est conceptuel et vaste et imperceptible et non objectivable, et plus son champ thématique va être vaste. Ce qui fait qu'on va greffer plusieurs définitions pour apporter une définition fixe. Quand ça devient compliqué, que vous êtes face à des personnes, des situations qui mettent à mal vos normes, vos valeurs, votre intégrité, que vous commencez à douter de ce qui est normal ou pas normal, que vous êtes poussé dans vos retranchements, prenez le temps de redéfinir vos principes, vos valeurs, de porter votre attention dessus. Prenez le temps de redéfinir ce qu'est l'amour pour vous, comment vous caractérisez l'amour. On vous dit souvent de penser à vous, etc. Vous savez pourquoi? Parce que quand vous pensez à vous, vous sortez des rôles de cofonctionnement et de codépendance. Quand une personne n'a pas envie de vous prendre en charge moralement, vous ne pourrez pas la forcer. Et vous ne pourrez pas maintenir votre scénario interne qui vous viserait à avoir besoin de cette personne. Par exemple, Hakuna Matata, voilà. Quand vous avez une personne qui ne veut pas vous donner d'explications,
Vous ne pourrez pas avoir besoin pour faire le deuil que cette personne vous en donne. Parce qu'on vous dit, encore une fois, on vous dit autre chose, on vous dit accepter ce qui est. Accepter ce qui est, ça ne veut pas dire juste se mettre à l'esprit que c'est comme ça qu'il faut avancer. Ça, c'est de la résignation. Accepter ce qui est, ça veut dire accepter la réalité des choses. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'il devrait arriver de mieux et ce qui serait moins pire qu'il arrive, et il y a ce qu'il arrive, tout simplement. Donc quand une personne vous démontre de son incapacité à prendre en charge votre dimension, à prendre en charge votre sphère émotionnelle, quand on vous démontre qu'on n'est pas en mesure de prendre soin de vous d'un point de vue moral, vous avez la responsabilité individuelle de le faire vous-même. Parce que le rôle de l'autre deviendra alors un bonus et non, je dirais, un inconditionnel. Quand une personne ne veut pas vous donner d'explications, faites-les vous-même. Et de manière constructive. Analysez juste les faits, Revenir dans le passé pour dévaloriser ce qui a été ne vous aidera pas. Ce qui va vous aider, c'est de faire un bilan constructif en étant compatissant. Encore une fois, c'est compliqué de tendre la joue quand on nous tape sur l'autre. C'est pour ça que c'est important d'avoir ses propres valeurs pour ne pas se mettre en réaction des valeurs de l'autre. Essayez vraiment d'analyser quelque chose de factuel et de global. Plus vous allez replonger dans la mémoire des souvenirs, plus vous allez replonger dans le détail, et plus ça va être compliqué pour vous d'en sortir. Parce que plus vous allez observer, et plus vous aurez des choses à voir, et plus vous aurez des questions qui viendront, et plus vous aurez d'incompréhensions qui viendront. Donc, le fait de plonger dans les souvenirs, c'est se reconnecter à la mémoire émotionnelle de la situation. C'est revivre cette expérience qui n'est plus dans le présent. Donc, je sais que c'est un peu lourd ce que je vous dis. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, et c'est ok. On est là pour partager ses points de vue. Moi, c'est ma chaîne, je donne les miens. Mais c'est super important, je crois, d'apprendre à accepter ce qui est. Il y a ce qui devrait arriver et il y a malheureusement ce qui arrive. Tout ne repose pas que sur vous. Et même si vous estimez qu'on doit se parler et qu'il est préférable de se parler pour entériner une situation, vous aurez toujours dans la vie des situations, vous le savez, qui ne se passeront pas comme elles devraient se passer. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Vous pouvez persuader une personne de vous prendre en charge moralement, c'est-à-dire de communiquer avec vous. Si vous arrivez à le faire, tant mieux. Mais parfois, vous n'y arriverez pas. Voilà. Donc, il va falloir composer sans la personne, parce que la personne se déresponsabilise de ses rôles moraux. Dans une relation, on définit ses valeurs ensemble. Quand il n'y a plus de cadre relationnel, qu'il n'y a plus d'espace interrelationnel entre vous et l'autre, vous êtes assujetti à des normes et des valeurs qui sont plutôt générales, qui sont en lien avec votre personne, qui sont en lien avec l'autre personne, mais pas dans le cadre commun avec des valeurs définies communément, mais plutôt en lien avec des cadres moraux plutôt collectifs. Vous n'aurez pas le même rapport à l'amour, déjà d'un être humain à l'autre, vous n'aurez pas le même rapport à la morale, aux mœurs, etc., selon l'endroit où vous allez vivre, selon vos codes sociétaux. Donc ça aussi, c'est important de le prendre en considération, parce que j'entends ça aussi souvent. Le rapport à l'autre peut varier aussi en fonction de la culture et de l'appartenance. Mais j'ai presque envie de vous dire que c'est surtout variable d'un individu à l'autre. Donc prenez soin de vous, je dis bien, et essayez de prendre de la hauteur en étant le plus tolérant et envers vous-même et envers l'autre. Merci beaucoup.